Wichet. Bonjour tout le monde. Je suis très ravi de participer à cette FMC en faveur des médecins de la région de l'Ouad sous l'égide de la Ligue algérienne anti-rhumatismale. Donc, on va parler des pathologies qui sont en rapport avec l'accumulation et le dépôt de microcristaux au niveau articulaire, mais pas que articulaire, vous allez le voir. Donc, on va focaliser en fait sur deux pathologies microcristallines, à savoir la maladie goutteuse et celle qui lui ressemble le plus, c'est la pseudogoutte ou la chondrocalcinose. Donc, la maladie goutteuse est une pathologie métabolique qui est liée à un défaut du métabolisme de l'acide urique qui est responsable de manifestations articulaires, mais un potentiel de guérison. Elle est complètement réversible à condition qu'on observe le traitement hypouricémion. Donc, sa prévalence, elle dépasse, pour certaines régions du monde, elle dépasse la prévalence des rhumatismes inflammatoires chroniques, où elle arrive à plus de 4% au niveau de l'Amérique du Nord, en Europe, mais aussi en Asie-Pacifique. Donc, le problème avec la maladie goutteuse, c'est que c'est une pathologie qui est mal prise en charge par nous, les médecins, et négligée par les patients. Dans un tiers des cas, les goutteux, il faut le savoir, seulement un tiers reçoivent un traitement hypoglycémiant et seulement 50% des patients goutteux observent régulièrement leur traitement hypoglycémiant. Donc, il faudrait faire la différence aussi entre hyperuricémie et maladie goutteuse. Les données actuelles ne recommandent pas de traiter une hyperuricémie asymptomatique. Justement, quelle est la différence entre l'hyperuricémie et la pathologie goutteuse? Donc, l'hyperuricémie est de constatation biologique. Donc, vous allez constater sur les bilans biologiques une hyperuricémie qui est généralement définie par une augmentation du taux d'acide urique sanguin au-delà de 60 mg par litre, du moins c'est ce qui a été retenu par le LAR, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. La goutte, quant à elle, donc c'est une maladie à expression articulaire dont le facteur de risque principal est bien sûr l'hyperuricémie. Donc, on peut en fait assimiler l'hyperuricémie à un marteau et la goutte qui est l'impact en fait. Donc, l'impact, il y a lésion au niveau tissulaire, lésion au niveau articulaire. Donc, quand il y a certains facteurs de risque, à savoir l'hyperuricémie prolongée dans le temps, mais aussi une prédisposition génétique, ben, on aura inexorablement des lésions au niveau tissulaire qui s'expriment par cette maladie goutteuse. Donc, il y a un lien aussi entre l'hyperuricémie, la maladie goutteuse et certaines comorbidités, surtout cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, certaines dyslipidémies, l'insuffisance rénale, le syndrome métabolique. Donc, d'où vient l'acide urique? Pour comprendre la maladie goutteuse, il faudrait comprendre d'où vient l'acide urique, principalement des purines. Les purines, donc on a l'adenine et la guanine. Si on veut comprendre un peu le métabolisme de l'acide urique, l'adenine et la guanine vont se transformer d'abord en acide inosinique, puis en hypoxanthine. On a une enzyme qui est très importante qui permet de recycler l'hypoxanthine et le transforme en acide inosinique et qui permet de réduire les taux d'acide urique. Donc, c'est l'hypoguanine phosphoribosyle transférase. On a une autre enzyme importante dans le métabolisme de l'acide urique, c'est la xanthine oxydase. Donc, qui va transformer l'hypoxanthine en xanthine et enfin en acide urique. Vous comprenez que si on veut cibler une baisse de l'uricémie, on peut inhiber la xanthine oxydase. On a une autre enzyme qui existe surtout chez les félins, mais aussi qui est produite par notre microbiote au niveau intestinal, qui transforme l'acide urique en un produit inoffensif qui s'appelle l'allantoïne. Vous comprenez que si on recombine cette uratoxydase, on pourrait traiter des taux élevés d'acide urique dans le sang. Donc, la source d'acide urique, elle peut être exogène, qui est représentée principalement par l'alimentation,
à savoir une alimentation riche en soda, en bière, en viande rouge, en fruits de mer, mais aussi on a la source endogène qui est représentée par la purinosynthèse de nouveau qui s'exécute au niveau du foie, mais aussi par des phénomènes de lyse et de renouvellement cellulaire qu'on voit dans certains processus de prolifération hématologique ou dans le psoriasis. Donc, on peut assimiler notre corps à une baignoire et on a une source endogène d'acide urique et une source exogène d'acide urique. Quand ça dépasse les 60 mg par litre, ça déborde et on risque d'avoir des dépôts de cet acide urique qui se transforme en urate, on va le voir. Donc, l'élimination de l'acide urique, elle se fait dans 2 tiers des cas au niveau rénal et dans 1 tiers des cas grâce à notre microbiote au niveau intestinal. Donc, quand il y a un déséquilibre entre élimination de l'acide urique ou production de l'acide urique, parfois on a les deux en même temps, ben, on aura cette hyperuricémie qui, grâce ou à cause, on va dire, de certaines conditions physico-chimiques, savoir un pH acide qui est principalement dû à une alimentation riche en sucre, riche en soda, et à une prédisposition génétique, bien sûr, et un taux élevé d'acide urique. Donc, tout ça, ce sont les facteurs de risque de maladies goûteuses. On aura la transformation de cet acide urique en urate de sodium, en microcristaux, en ces morceaux de verre. Tout ça donc va être représenté par ces microcristaux qui sont en forme d'aiguille et qui se déposent au niveau articulaire, mais aussi périarticulaire, au niveau des tendons parfois, surtout les tendons d'Achille, quadricipital, le tendon quadricipital au niveau du genou, mais aussi les tendons rotuliens. On voit ici, grâce à l'échographie ostéo-articulaire, on peut voir ces tophies au niveau des articulations, mais aussi au niveau des tendons, et grâce à une technique au niveau du scanner qu'on appelle le DECT, qui permet de visualiser ces dépôts. Donc, au niveau articulaire, cet acide urique va se transformer en urate de sodium. Il y aura engagement de certaines cellules de l'inflammation, surtout de l'immunité innée et surtout de notre inflammasome, pardon, donc, et qui va essayer de phagocyter ces cristaux d'urate de sodium, ils vont exploser, ils vont induire un appel des cytokines pro-inflammatoires, une inflammation locale et la fameuse podagre ou arthrite au niveau de la métatarso-phalangienne surtout. Donc, quelles sont les causes de la maladie goûteuse? Donc, on a la goutte primitive qui est observée surtout chez l'homme. Donc, généralement, c'est un homme pléthorique, obèse et qui aime la bonne chair, généralement. Donc, et on a les gouttes secondaires. Ce sont les gouttes qui sont dues à certains médicaments, surtout en tête de liste les diurétiques, l'aspirine à faible dose, certains immunosuppresseurs, on va le voir, certains syndromes hématologiques prolifératifs, dans le myélome multiple, certaines hémopathies malignes et dans l'insuffisance rénale chronique due à un défaut d'élimination. On a aussi une goutte qui est précoce, une forme létale de goutte qu'on voit chez les enfants. C'est la goutte enzymatique qui est due à un déficit complet ou incomplet de la fameuse enzyme que je vous ai parlé tout à l'heure, la GPRT, hypoguanine phosphoriboside transférase. C'est le syndrome de Lesch-Nyhan et qui s'exprime par une goutte qui est précoce, létale, avec un syndrome, avec un retard psychomoteur et des convulsions. Donc, principalement les médicaments hyperuricémiants, on a les antituberculeux, l'éthambutol et le pyrazinamide, certains immunosuppresseurs, à savoir la cyclosporine et le tacrolimus, les diurétiques, toutes sortes de diurétiques, à savoir les thiazidiques et de l'ANS. On a les antiagrégants plaquettaires, principalement l'aspirine à faible dose, et parfois aussi le tériparatide, une hormone parathyroïdienne qu'on utilise pour traitement de l'ostéoporose. Donc, l'expression clinique, il faudrait connaître comment évolue la maladie goûteuse. D'abord, ça commence forcément par une hyperuricémie qui est longtemps silencieuse, une hyperuricémie asymptomatique. D'ailleurs, il y a 3 types d'hyperuricémie, à savoir asymptomatique sans dépôt d'urate de sodium, donc il n'y a pas de prédisposition génétique, et l'hyperuricémie asymptomatique avec dépôt uratique, là, elle est silencieuse. On peut la démasquer grâce à l'échographie ostéo-articulaire ou le DECT. On a enfin l'hyperuricémie symptomatique qu'on connaît nous tous, avec dépôt uratique forcément, c'est la maladie goûteuse. Vient après quelques années, donc la crise de goutte, la podagre, qui s'exprime par une arthrite, souvent qui simule une arthrite septique. Elle survient au niveau du membre inférieur. Souvent, c'est la métatarso-phalangienne du gros orteil,
Parfois, c'est la cheville, parfois, c'est la genou. Donc, ce n'est pas forcément, attention, la première métatarso-phalangienne. Et ça s'exprime par une arthrite, donc les signes cardinaux de l'inflammation, tuméfaction, rougeur, douleur, avec impotence. Donc, parfois, il y a aussi un fébricule, des frissons, on peut avoir des prodromes avant, donc qui annoncent cette crise. Donc, si on arrive à ponctionner le liquide articulaire, ben, on va retrouver un liquide stérile, il n'y a pas de germes, et on va trouver les fameux microcristaux durables de sodium en forme d'aiguille qui sont fortement biréfringents, ils vont briller sous la lumière polarisée. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'aspect au microscope optique à lumière polarisée. Donc après, il y a eu la première crise, il n'y a pas de traitement, les crises vont se répéter, ça va se rapprocher dans le temps. Donc au départ, peut-être au bout d'une année, au bout de 2 ans, puis on aura des crises de gouttes, pardon, tous les mois, voire toutes les semaines. Les crises aussi vont être plus prolongées parce qu'elles peuvent se résoudre d'elles-mêmes, même sans traitement. Donc, si on ne traite pas, ben, on risque d'arriver aussi à la goutte chronique, la goutte compliquée, la goutte tophacée, avec des dépôts durables de sodium au niveau articulaire, au niveau des voies urinaires, au niveau du tractus urinaire, au niveau cutané avec les fameux tophus et au niveau des vaisseaux sanguins et de l'aorte. Donc, on aura une arthropathie goutteuse avec cet aspect des érosions osseuses et un aspect hérissé du pied, c'est des érosions, donc image de hallebarde qui rappelle cette arme qu'on utilisait au Moyen-Âge. Donc, et on peut avoir aussi des lithiases au niveau rénal, mais aussi au niveau du tractus urinaire. On peut avoir même des dépôts au niveau des vaisseaux sanguins et au niveau de l'aorte. Comment on fait le diagnostic? En fait, avec les critères ACR-ELAR 2015 pour le diagnostic de la maladie goutteuse, quand on a un score supérieur ou égal à 8, ben, on peut retenir le diagnostic. On a des items cliniques et qui, principalement, c'est l'atteinte de la première métatarso-phalangienne et le tophus. Et on a des items qui sont biologiques, à savoir une uricémie supérieure à 60 mg par litre. Et on a des items aussi au niveau de l'imagerie, à savoir l'échographie ostéo-articulaire qui peut démasquer des signes de dépôt, et on a le DECT aussi et l'image radiographique avec des érosions osseuses qui rappellent l'agression par les tophus intra-osseux. Pour la prise en charge de la pathologie goutteuse, donc elle est en fait, il y a plusieurs volets à prendre en charge. Déjà, le régime alimentaire qui est la source de exogène de purine et d'acide urique. Il faudrait réduire les sodas surtout, les boissons qui sont sucrées à base de fructose et les boissons alcoolisées surtout. Donc, les traitements aussi des comorbidités, c'est très important. Faire de l'exercice physique, réduire son poids. Et enfin, le traitement pharmacologique, qui est le volet principal dans la prise en charge de la pathologie goutteuse. On a déjà le traitement de la crise. Donc, le traitement de la crise fait appel à un outil qui est très simple, c'est une poche de glace sur une articulation qui est gonflée. Ne jamais commencer de traitement hypouricémiant pendant la crise, sinon vous risquez d'aggraver le cas. Et on peut utiliser 3 principaux traitements anti-inflammatoires, à savoir la colchicine, on a aussi les corticoïdes, on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens selon le profil du patient. Donc, la colchicine, on donne 1 mg. À présent, il y a des recommandations. Les recommandations internationales s'entendent sur donner le premier jour 1 mg. On peut répéter au bout d'une heure avec un demi-milligramme et on continue avec un demi-milligramme pendant 2 à 3 jours. Puis, on arrête. Attention, la colchicine est très toxique, surtout sujet âgé avec fonction rénale qui est un peu feignante. Donc, pour les corticoïdes, quand on peut les préconiser, si par exemple la colchicine est mal tolérée parce qu'elle donne souvent des diarrhées, on donne 30 à 35 mg pendant 5 jours, pas plus. On peut infiltrer aussi aux corticoïdes dès lors où on élimine une cause septique. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens aussi peuvent être préconisés tant qu'ils seront tolérés sur le plan gastrique ou cardiovasculaire. On a aussi les inhibiteurs de l'IL-1 quand on n'a pas le choix. Donc, quand on ne peut pas utiliser les autres armes thérapeutiques, c'est une biothérapie qui cible une cytokine, à savoir l'IL-1. Pour le traitement hypoglycémiant, donc, il y a la notion du treat to target.
comme dans la polyarthrite rhumatoïde, il faudrait réduire les taux d'acide urique à moins de 60 mg par litre. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit d'avoir un taux d'acide urique à moins de 60 mg par litre. Toutes les recommandations s'entendent à traiter au bout de 2 crises par an, alors que les recommandations françaises préconisent de traiter au bout d'une crise seulement par an. Donc, qu'est-ce qu'on a comme traitement hypouricémiant? Donc, on a l'allopurinol, febuxostat qui sont disponibles en Algérie. On a certains uricosuriques qui éliminent l'acide urique au niveau rénal, à savoir le probénicide et la benzbromarone. On a certains traitements qu'on peut utiliser pour l'hypertension, à savoir le losartan, qui a un effet aussi hyporicémiant, et le phénofibrate dans l'augmentation des triglycérides. Donc, on a aussi l'uratoxydase qui est utilisée dans les fortes hyperuricémies. Donc, c'est utilisé surtout en oncologie. C'est la race buricase. Donc, pour l'allopurinol, il se présente sous forme de comprimés 100 mg. Chez nous, il n'y a que le 100 mg, mais ils peuvent se présenter sous forme de comprimés de 200 à 300 mg, commencer par 100 mg et augmenter petit à petit pour arriver à la cible à moins de 60 mg par litre d'acide urique au niveau du sang. Donc, l'efficacité est dose dépendante. Il faut faire attention, il faut adapter les doses en fonction de la clearance à la créatinine. Le problème avec l'allopurinol, c'est qu'il y a une toxicité cutanée non négligeable. Dans 5% des cas, les patients peuvent faire une allergie, à savoir un DRESS syndrome, un syndrome de Lyell. Dans 20%, il est mortel, il faut faire très attention. Donc, il faudrait ajuster les doses en fonction de votre clearance à la créatinine pour l'allopurinol. Concernant le febuxostat, donc c'est des comprimés de 80 et 120 mg. L'allopurinol, il est remboursable. Le febuxostat, non pour l'instant. Donc, on peut commencer avec 80 mg et augmenter jusqu'à 120 en fonction de l'uricémie cible. Donc, il a été autorisé à partir de 2008-2009 par la FDA. Il est préconisé pour les hyperuricémies chroniques, bien sûr, avec dépôt d'urate. Donc, il n'est pas recommandé, attention, si les patients ont un risque cardiovasculaire important, à savoir une maladie ischémique cardiaque ou une insuffisance cardiaque congestive. Donc, il faudrait savoir qu'il est mieux toléré chez les patients avec une clearance à la créate inférieure à 30 mg par litre. Pour le traitement hyporicémiant, il faut le débuter forcément avec un traitement prophylactique, surtout de la colchicine, les 6 premiers mois, pour éviter la survenue de crise en début de traitement. Donc, il faudrait contrôler régulièrement le bilan pour arriver dans la cible à moins de 60 mg par litre. Concernant la chondrocalcinose ou la pseudogoutte, donc la chondrocalcinose ou la pseudogoutte, qui est un rhumatisme métabolique chronique qui fait suite à l'accumulation de cristaux. Là, ce n'est pas les urates de sodium, c'est le pyrophosphate de calcium et leur dépôt dans les tissus. Ceci peut faire suite, pas obligatoirement, attention, à un état d'hypercalcémie chronique qu'on voit dans l'hyperparathyroïdie et qui devient symptomatique cliniquement. Elle est responsable, cette pathologie, de calcification du cartilage et du fibrocartilage. La pathologie la plus rencontrée, la cause la plus rencontrée, c'est la forme primitive, donc qui est sans cause secondaire. Elle n'est pas forcément due à un état d'hypercalcémie chronique, attention. On a aussi certaines formes secondaires qu'on voit dans les hyperparathyroïdies, mais aussi dans les hypomagnésémies, le syndrome de Gitelman dont a parlé le professeur Mechid tout à l'heure, donc qui est dû à une tubulopathie avec défaut d'excrétion de l'acide urique au niveau rénal. Pour les manifestations cliniques, généralement, elle peut s'exprimer par une forme polyarticulaire qui simule la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi par une arthrite du membre inférieur qui simule la pathologie goutteuse, d'où le nom de pseudogoutte. Donc, ça peut toucher le genou, mais aussi les chevilles, et ça peut toucher aussi au niveau de l'articulation sternoclaviculaire, mais aussi au niveau du rachis cervical. Pour les examens complémentaires, lors de la crise, on peut avoir une augmentation de la CRP, de la VS, donc on peut avoir un syndrome inflammatoire biologique comme dans la crise de goutte, mais aussi la biologie du liquide synovial. Si on réussit à retirer le liquide synovial, on va trouver des cristaux à bout carré qui sont faiblement biréfringents, contrairement aux cristaux d'urate de sodium qui brillaient sous l'effet de la lumière polarisée. Donc, le diagnostic est souvent radiographique concernant la chondrocalcinose. Il faut savoir que sur les radios, l'invisible devient visible.
Donc, par exemple, pour les ménisques qui sont censés être invisibles à la radiographie standard, là, on voit ce liseré calcique au niveau de l'articulation fémorotibiale qui est due à la calcification de la surface du cartilage, mais aussi à la calcification des ménisques. Ici, on voit très bien le liseré avec cette calcification des ménisques au niveau du genou, mais on peut voir aussi une calcification du ligament triangulaire du carpe. Ici, il y a une atteinte au niveau des poignets et au niveau de la symphyse pubienne. Ici, c'est les genoux avec la calcification des ménisques et on peut avoir aussi même au niveau des coxofémorales. Ici, on a l'infiltration des parties molles prévertébrales en C3. Donc, il y a une atteinte qui peut être au niveau cervical. Il faut l'avoir à l'esprit, qui peut donner des cervicalgies aiguës et inflammatoires. Donc, pour le traitement, il est symptomatique. On fait appel à un traitement à base d'anti-inflammatoires. Parfois, on donne même la colchicine. Donc, le traitement de la cause, bien sûr, si la cause existe. Donc, en conclusion, concernant la maladie gouteuse, c'est un rhumatisme qui est métabolique, chronique, dû principalement à un facteur de risque important qui est l'hyperuricémie qui dure dans le temps sur une prédisposition génétique. S'il y a d'autres facteurs de risque, à savoir une alimentation acide, riche en sucre, et le traitement hyporuricémiant doit être bien observé, il faut insister sur ça. Donc, il faut faire la différence entre traitement de la crise et traitement hyporuricémiant. Donc, pensez à atteindre la cible thérapeutique. Le traitement doit être pris à vie, attention pour le traitement hyporuricémiant, et lutter contre le surpoids et les comorbidités. La chondrocalcinose peut revêtir un aspect de polyarthrite rhumatoïde, il faut l'avoir à l'esprit, donc qui peut être secondaire parfois à une hyperparathyroïdie avec dépôt de cristaux de pyrophosphate au niveau articulaire. C'est de diagnostic souvent radiographique, donc de diagnostic simple, et le traitement fait appel à des anti-inflammatoires, à parfois la colchicine si le patient arrive à tolérer. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Bengana. On fera après la séance discussion sur la pathologie métabolique.